Alors, aujourd'hui, on va s'attaquer à un monument de la littérature, L'Idiot de Dostoïevski. Mais attention, ce n'est pas juste une histoire, c'est bien plus que ça. C'est une question, une véritable expérience philosophique que Dostoïevski a décidé de mener à travers les pages d'un roman. On va commencer par ça. Prenons un instant pour imaginer une personne qui serait d'une bonté absolue, vraiment parfaite. Quelqu'un avec un cœur totalement pur, qui aime tout le monde sans exception et qui serait incapable de faire du mal. Et voilà le cœur du problème, la question fondamentale que Dostoïevski met sur la table. Dans le monde tel qu'on le connaît, un monde, disons-le, complexe, parfois même cruel, est-ce qu'une telle pureté a une chance? Est-ce qu'elle serait célébrée ou est-ce qu'elle serait tout simplement écrasée? C'est ça le fond de l'expérience qu'on va explorer ensemble. Il faut bien saisir ce point. Dostoïevski ne fait pas que raconter une histoire pour nous divertir. Non, il mène une véritable expérience de pensée. Que se passe-t-il concrètement quand on prend un homme parfaitement bon et qu'on le plonge au beau milieu d'un monde imparfait, un monde rongé par les passions et les intérêts de chacun? Et le sujet de cette expérience, le voici. Le prince Meshkin. Il rentre en Russie après un très long séjour en sanatorium pour soigner une épilepsie. Et cet homme, c'est l'incarnation même de la bonté. C'est presque un enfant dans un corps d'adulte, avec une empathie tellement immense qu'elle en devient presque surnaturelle. L'expérience démarre à la seconde où il pose le pied en Russie. Le prince Mishkin, avec son innocence totale, se retrouve projeté en plein cœur de la haute société du 19e siècle. Un monde dont il ne comprend pas les codes et qui, en retour, ne le comprendra pas non plus. Le contraste est saisissant, vraiment. D'un côté, Mishkin n'a rien, il est sans un sou, mais il a cette pureté morale absolue. Et de l'autre, il se heurte de plein fouet à un monde où tout n'est que calcul, où les relations sont régies par l'argent, le statut, des désirs dévorants. La question est posée, une telle pureté peut-elle seulement survivre là-dedans? Et c'est là que l'expérience va vraiment atteindre son point de rupture. La bonté du prince va être mise à l'épreuve par un conflit sentimental complètement insoluble, un triangle amoureux qui va le pousser dans ses derniers retranchements. Il y a deux femmes qui représentent deux chemins totalement opposés. D'un côté, Nastasia Filipovna, une femme d'une beauté incroyable mais brisée par un passé tragique. Elle a été abusée, elle se considère comme perdue. Le prince ressent pour elle une pitié immense, une compassion qui le pousse à vouloir la sauver. Et de l'autre côté, il y a Aglé, jeune, innocente, d'une bonne famille. Elle représente l'amour pur, la promesse d'une vie simple et heureuse. Le vrai problème, c'est que ces forces sont totalement incompatibles. Cet amour-pitié que Maïchkin a pour Nastasia l'empêche de s'engager avec Agléa, qu'il aime pourtant d'un amour sincère. Et pour que tout soit encore plus compliqué, il y a un troisième personnage, Rogojin, un homme riche, impulsif, dont l'amour pour Nastasia est une obsession maladive, possessive et terriblement destructrice. Et c'est là qu'on assiste à la tragédie. La plus grande qualité du prince, sa bonté, devient son défaut fatal. Son incapacité totale à faire du mal, à faire un choix qui pourrait blesser l'une ou l'autre, va tout simplement provoquer la catastrophe. La scène de la confrontation, c'est le point de rupture. Aglaé, qui n'en peut plus, force les choses. Elle met Mishkin au pied du mur. C'est elle ou c'est moi, choisis. Et le prince, il est paralysé, il se tait. Il ne peut pas renoncer à Aglaé, son amour, mais il ne peut pas non plus abandonner Nastasia à son sort. Son silence, c'est la pire des réponses. Aglaé le prend comme une trahison. Nastasia y voit la confirmation qu'il ne l'aime pas, qu'il a juste pitié d'elle. En voulant sauver tout le monde, il a tout perdu. À partir de ce moment-là, tout bascule. Les événements s'enchaînent à une vitesse folle pour nous mener à une conclusion absolument dévastatrice. L'expérience de Dostoïevski se termine dans le sang et dans la folie. Nastasia, qui se sent complètement abandonnée, s'enfuit avec Rogojin, même si elle sait qu'il est dangereux. Et la passion de Rogojin atteint son paroxysme, incapable de la posséder, incapable de la voir avec un autre. Il la tue. La scène qui suit est l'une des plus glaçantes de toute l'histoire de la littérature. Mishkin retrouve Rogojin juste à côté du corps de Nastasia. Et que fait-il? Sa compassion est si infinie, si absolue, qu'il s'assoit à côté du meurtrier et il le console. Il le prend dans ses bras, comme un enfant, partageant sa douleur jusqu'au bout. Le choc est beaucoup trop grand. La réalité se brise. L'esprit de Rogojin s'effondre. Et celui de Mashkin, qui était déjà si fragile, retourne à cet état d'idiotie dont il sortait à peine. L'expérience est terminée. L'homme bon et l'homme passionné sont tous les deux anéantis. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Quel est le verdict de Dostoïevski? Eh bien, la conclusion est aussi profonde qu'elle est douloureuse. Voilà la thèse. L'échec de Mishkin ne vient pas d'un manque de bonté, bien au contraire. Son problème, c'est un manque de sagesse, de force, de pragmatisme. Sa bonté n'était tout simplement pas armée pour affronter la complexité du monde.
Elle était pure, oui, mais elle était passive, et au final totalement impuissante. Ce que Dostoïevski semble nous dire, c'est que pour être efficace, la compassion doit avoir des limites, que la bonté, pour ne pas s'autodétruire, doit s'accompagner d'une certaine force, de la capacité de dire non, de se protéger soi-même. Le prince Mishkin était magnifique, oui, mais il n'était pas fort. Il était bon, mais il n'était pas sage. Et c'est ça qui l'a perdu. Au final, toute cette histoire, elle nous ramène à nous, forcément. On a tous, quelque part au fond, un petit côté prince Mishkin. Ce désir d'être bon, de comprendre, d'aider les autres. Mais le roman nous abandonne avec cette question, une question absolument terrible et toujours d'actualité. À force de vouloir sauver tout le monde à tout prix, est-ce qu'on ne finit pas par se détruire soi-même? Et pire encore, par détruire ceux qu'on aime le plus? La question reste ouverte et elle fait réfléchir.